Salut tout le monde, ici Mister Geopolitics, bienvenue pour une nouvelle aventure géopolitique au Mexique sur la thématique des drogues. Je me trouve actuellement dans un champ de pavos somnifères cultivés illégalement par une communauté autochtone qui s'appelle les Mixtecos. Une fois que les récoltes seront effectuées, ils vont récupérer du latex de pavot qui va être vendu à des groupes de narcotrafiquants, vraisemblablement le groupe de Sinaloa, qui va ensuite transformer ce latex de pavot en héroïne qui va être envoyée sur le marché américain. C'est grâce à Charles Villa, grand reporter pour Brut, que j'ai pu venir ici vivre cette expérience de dingue. Du coup, grâce à lui, on va pouvoir mieux comprendre cette grande thématique de la géopolitique des drogues. Allez, c'est parti! Le dernier rapport mondial sur les drogues, publié par une des offices des Nations Unies, nous apprend que le nombre de consommateurs de drogue dans le monde est stable depuis de nombreuses années. Mais derrière cette stabilité, au niveau du nombre de consommateurs, se cachent de profonds changements au niveau de la composition des produits. Le cannabis est la drogue illicite la plus consommée au monde, avec 192 millions d'usagers en 2016. En deuxième place ex aequo, on retrouve des substances chimiques, les amphétamines et les opioïdes, des dérivés de synthèse de l'opium. Viennent ensuite les consommateurs d'ecstasy qui est elle aussi une drogue produite chimiquement, et enfin on recense par la suite les consommateurs de drogues plus conventionnelles, les opiacés, à savoir les dérivés de l'opium comme la morphine et l'héroïne, et enfin les consommateurs de cocaïne. Le commerce de ces drogues s'organise de la même manière que pour n'importe quel autre produit. Elles sont d'abord produites, puis acheminées là où elles seront enfin consommées. Mais il va y avoir une grande différence dans ces trois étapes selon si on s'intéresse à des drogues d'origine chimique, qui peuvent être produites depuis n'importe quel laboratoire clandestin du monde, ou bien si on s'intéresse à des drogues d'origine naturelle, dont la plante ne pousse qu'à certains endroits du globe. Prenez par exemple les méthamphétamines. Elles sont très largement consommées en Amérique du Nord et en Asie de l'Est et du Sud-Est, et elles sont produites dans des laboratoires clandestins directement dans ces grandes zones de consommation. Les impacts géopolitiques de ce commerce sont donc très différents de ceux de la cocaïne, dont la feuille de coca ne pousse que dans 3 pays andins. Une fois ces feuilles transformées, elles sont ensuite envoyées dans un grand nombre de pays d'Amérique latine afin de transiter majoritairement vers l'Amérique du Nord, mais aussi vers l'Europe en moindre proportion. Vous imaginez bien que les incidences de ce trafic-là ne sont pas du tout les mêmes que pour les méthamphétamines. Eh bien, le schéma continue de se complexifier avec l'héroïne, qui est la drogue qui va nous intéresser dans cet épisode. 75% des cultures du pavot somnifère se trouvent en Afghanistan. Une fois que le latex est extrait de ces plantes et transformé, il transite lui aussi par un grand nombre de pays voisins, en Asie centrale, en Asie du Sud et de l'Ouest, afin de finalement desservir le principal marché mondial, l'Europe. Cette route principale est en train peu à peu d'être concurrencée par une route secondaire qui dessert elle aussi l'Europe, mais qui passe elle par la Tanzanie et le Kenya en Afrique de l'Est et au Nigeria en Afrique de l'Ouest. Cette route, qui prend de l'ampleur, dessert au passage d'autres zones de consommation secondaire en Afrique. L'opium afghan est livré aussi en Russie, dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient, ainsi qu'en Océanie. Un deuxième pays asiatique cultive lui aussi le pavot somnifère, mais en moindre proportion. Il s'agit du Myanmar. Les productions transitent au Laos et en Thaïlande afin de desservir le marché chinois, de nombreux pays d'Asie du Sud-Est et d'Océanie. Côté Amérique, la production de pavot somnifères en Colombie dessert, elle, le marché sud-américain et un petit peu l'Amérique du Nord, tandis que les récoltes au Mexique sont quasiment toutes destinées pour le marché nord-américain. C'est donc ici, dans ce dernier pays producteur que je viens de citer, que l'on a rendez-vous. Et cet épisode va porter sur le tout début de cette grande chaîne qui commence quelque part, perdue au milieu d'une chaîne de montagnes mexicaine, pour peut-être terminer dans certains clubs de Los Angeles, à New York ou ailleurs. L'illégalité entraîne une certaine rationalité vis-à-vis de la police, de la religion, du crime. Donc pour vraiment comprendre la mentalité des narcotrafiquants au Mexique, filez voir ma dernière vidéo. Aussi, profitez du code promo Summer 2020 sur Mister Geopolitics TV pour faire passer l'abonnement de 4,99 par mois à 2,99 par mois. Ce tarif s'applique sur toute la durée de votre engagement et le code promo n'est valable que jusqu'au 1er septembre. Donc ne loupez pas l'occasion de pouvoir regarder des centaines d'heures de documentaires géopolitiques ainsi que la playlist spéciale narcotrafic. Enfin, cet épisode est sponsorisé par l'ILERI, une école de relations internationales qui propose différentes formations type bachelor et master.
L'école s'agrandit avec l'ouverture d'un campus à Paris et à Lyon et forme à de nombreux métiers en lien avec la géopolitique. Le lien est bien évidemment dans la description. Bon, on est en train de se rendre dans une zone où même l'armée mexicaine ne met plus les pieds depuis 2 ans. Ça va être assez rock'n'roll car il y a de nombreux barrages, la route est longue et peu praticable. On se trouve actuellement dans l'état de Guerrero, le long de la côte pacifique. On fait route vers le sud, en empruntant un axe très surveillé par l'armée mexicaine, car très emprunté par les narcotrafiquants. On passe plusieurs barrages en prétextant que l'on se rend dans une zone touristique au sud, avant de finalement bifurquer brusquement vers les montagnes. Cette petite route débouche sur une grande zone où l'autorité formelle, à savoir l'armée du gouvernement mexicain, ne met plus les pieds. En effet, une police communautaire armée défend le territoire et empêche toute personne étrangère de rentrer, afin de protéger leurs plantations illégales. En se rapprochant de cette zone contrôlée entièrement par la police communautaire, on arrive dans une zone poreuse de transition, où cohabitent les militaires et les miliciens. Drôle de spectacle. On fait profil bas et passons un dernier campement militaire avant d'entrer pour de bon dans la zone en rouge. Les fixeurs qui nous accompagnent nous conduisent à certains endroits très précis. Notre plaque et notre voiture sont prises en photo, on nous laisse passer. Il reste encore un bout de chemin, mais la végétation commence déjà à changer. On s'est enfoncé très loin dans les montagnes. Après 12 heures de route, on est arrivé à Juquila-Yucucani, juste avant le coucher de soleil. Difficile de passer inaperçu, on file se présenter à Santiago, le chef du village et notre contact sur place. On garde notre matos sur nous pour que les habitants s'habituent aux caméras et à notre présence, mais on passera la première partie de la soirée à discuter sans filmer afin d'établir le contact et la confiance. Quelques heures plus tard, on commence à prendre nos premières images chez Santiago, une modeste maison composée quasi exclusivement d'une grande pièce à vivre. On échange avec lui et sa famille. On s'immerge peu à peu dans leur quotidien et leurs difficultés. Loin des clichés du narco bling-bling, le premier maillon de ce grand commerce vit sous le seuil de pauvreté. Santiago est très charismatique. Sans hésitation, on sait que c'est lui qui détient l'autorité ici. Il surveille d'une main de fer ses plantations et celles du village afin de subvenir aux besoins des familles. Malgré une rigueur militaire, on a eu la surprise de voir d'autres façades du personnage, notamment quand il a été rejoint par son fidèle compagnon, qui ne se laisse d'ailleurs approcher que par lui. Juste avant d'aller se coucher, on nous présente l'objet de notre présence ici. Un pochon avec quelques centaines de grammes de cette précieuse pâte, le latex de pavot, qui sera transformé en héroïne plus tard. On nous amène ensuite dans la salle dans laquelle on va dormir ces prochaines nuits, et on découvre qu'elle est attenante à la prison du village. C'est dans celle-ci que Santiago a fait enfermer il y a 2 ans l'ancien maire qui ne remplissait pas ses promesses de venir en aide aux familles. Il est d'ailleurs au pouvoir depuis ce jour-là. On s'endort sans trop traîner, en se disant que si jamais ça tourne mal pendant notre reportage, eh bien au moins on n'aura pas trop à marcher. Au réveil, je me prends une claque. L'adrénaline d'hier est retombée, et je prends réellement conscience d'où je me trouve et de la situation. C'est dur de concevoir que ces gens qui vivent si loin de tout et dans des conditions aussi difficiles puissent alimenter un commerce international aussi juteux. Je rejoins Charles qui est en train de tourner les premières interviews de son reportage. Je vous invite vraiment à le voir si ce n'est pas déjà fait, il est dispo sur la chaîne de Brut. Igual me subo yo con ustedes. Sí. ¿Sí?
On a beau être presque 8 milliards d'habitants sur Terre, on n'habite définitivement pas tous cette planète de la même manière. Je me surprends encore à m'étonner de ce côté complètement aléatoire de la vie. On est quelque part sur Terre sans le demander, et ça va conditionner une grande partie de qui on est, de comment on voit le monde, et de ce qui est normal ou pas. J'aurais pu naître ici, dans cette communauté mixtec, et avoir pour quotidien le fait de me rendre dans ces champs illégaux à l'arrière de cette camionnette. Être reporter de terrain permet de vivre plusieurs vies en une, d'approcher ces réalités de très près pendant quelques jours, de cultiver une sensibilité, de témoigner. Quelle richesse! Bon, en gros, voilà à quoi ressemblent les champs de pavot somnifères qui sont plantés par la famille de Santiago. Donc voilà le terrain. Et en fait, vous voyez qu'ils plantent énormément de maïs et ils ont décidé de chaque année de garder une portion du terrain qu'ils ont pour planter du pavot somnifère. Donc ça se présente sous la forme en fait d'une plante de la famille des coquelicots. Donc c'est du pavot, ça fleurit, cette plante fleurit et une fois que les pétales tombent, il ne reste plus que le pistil qui est en gros une sorte de grosse boule. Et c'est dans ce pistil-là en fait qu'il récupère le latex de pavot. Donc en fait pour le récupérer, une fois que c'est prêt, il l'incise avec des petites lames de rasoir. Donc il y a différentes techniques. Et le lendemain, ils attendent qu'il fasse bien chaud et que le soleil tape bien sur les plantations. Et du coup en fait le latex qui est une sorte de gelée, un peu une pâte un peu caoutchouteuse, commence en fait à se liquéfier sous l'effet de la chaleur. Et donc du coup devient un peu plus liquide et perle un petit peu le long de l'incision, ça fait des petites gouttelettes. Et c'est ce qu'ils viennent ensuite récupérer du coup le lendemain du jour où ils incisent. Et une fois qu'ils auront incisé comme ça plusieurs fois, la plante n'aura plus rien du coup dans le pistil et elle va mourir. Ce que me disait Santiago, c'est que les enfants sont souvent utilisés dans ces situations-là parce qu'en fait ils ont des petites mains et a priori ils font un travail beaucoup plus minutieux pour pas casser en fait le pistil et pas casser la plante. Santiago nous a dit que du coup dans son champ qui fait 20 mètres sur 40, ils arrivent à récupérer chaque année 1,5 kg de latex de pavot. Et donc ce latex de pavot peut être transformé de différentes manières et va nous donner différents produits avec les caractéristiques que contient en fait le latex de pavot. Donc il a des propriétés en fait de dépresseur, de tranquillisant. Une fois que la pâte brute est séchée, elle peut être fumée, donc c'est ce qu'on appelle de l'opium. Et après cette base-là peut être transformée de différentes manières pour faire soit de la morphine, sinon ça peut être de l'héroïne ou bien du black tar. Le black tar étant globalement la forme la moins chère et la plus impure qui peut être faite. Et globalement, la famille que vous voyez derrière moi, donc la famille de Santiago, pour des raisons purement économiques, ne peut pas se permettre de faire la transformation de ce produit-là. S'ils le faisaient, ils devraient avancer beaucoup d'argent pour pouvoir avoir tous les produits chimiques qui permettent de le faire. Mais globalement, s'ils le font, ils vont s'enfoncer chaque fois plus dans l'illégalité, donc prendre chaque fois plus de risques. Mais ils pourraient potentiellement mieux se rémunérer puisque c'est souvent au moment de la transformation que la marge se crée sur le produit final en fait. Donc là globalement la famille qu'on a derrière moi ne fait que la simple production comme si c'était des carottes globalement et ils le vendent derrière en fait. Et c'est pour ça que du coup eux ne se considèrent pas comme des narcotrafiquants puisqu'ils ne transforment pas le produit. Quand on passe un peu de temps avec eux dans le village, on se rend compte qu'ils sont vulnérables sur pas mal de plans. Premier plan, le plan économique, ils vivent vraiment à la marge dans les montagnes et ils ont très peu de sources de revenus. Donc ils essayent de diversifier ça au maximum, donc ils ont du maïs, mais globalement ce maïs ça va servir à leur autoconsommation, parce que dans le coin il n'y a que des gens qui font pousser du maïs, donc ils peuvent même pas se permettre de le vendre à quelqu'un qui n'en produirait pas. Ils ont une autre source de revenus qui est du coup le pavot somnifère. Ils font des tenues traditionnelles qui leur prennent entre 2 et 3 mois par tenue, qui vendent ensuite sur des marchés un peu plus loin. Et ils ont aussi une petite boutique, une petite épicerie. Mais voilà, on se rend compte que leur portefeuille d'activité est très réduit, que chaque activité leur rapporte très peu d'argent, et que celle qui leur rapporte le plus, c'est le pavot somnifère, mais que ça leur rapporte pas tant que ça, puisque finalement avec ce champ, donc de 20 sur 40, ne leur rapporte que 10 000 pesos par an. Donc ils sont vulnérables du coup sur ce plan économique, mais ils sont aussi vulnérables parce qu'ils ne gèrent absolument pas la chaîne en fait derrière. C'est les groupes de narcotrafiquants, les cartels derrière qui eux ont vraiment la main mise sur le reste de la chaîne et qui du coup peuvent se faire une marge énorme au moment de la revente
et l'acheter très très bas, puisque de toute façon, ces agriculteurs-là, vu que c'est un produit qui est illégal, ils ne peuvent pas le vendre à quelqu'un d'autre qu'à des cartels. Donc du coup, les cartels ont ce pouvoir de négociation de l'acheter au prix qu'ils veulent, et donc un prix dérisoire. Et donc du coup, ces agriculteurs qui se mettent volontairement en situation d'illégalité pour pouvoir subvenir à leurs besoins, n'ont même pas le luxe de bénéficier entre guillemets de cette illégalité pour dire ok, bon, je prends des risques, mais donc du coup pour me rémunérer je vais augmenter, enfin pour compenser cette prise de risque, je vais augmenter mon prix de manière assez élevée. Ils n'ont même pas ce pouvoir là de négociation, et donc en plus de prendre des risques, et bah, ils sont mal payés derrière. Donc on se rend compte qu'ils sont vraiment vulnérables sur toute la chaîne. Une autre vulnérabilité est liée au fait que drogues d'origine naturelle et drogues d'origine chimique peuvent parfois rentrer en concurrence. C'est ce qu'il s'est passé entre 2018 et 2020. L'apparition massive du fentanyl sur le marché américain a fait baisser les prix du kilo de latex de pavot de 1300 à 200 € le kilo. Les agriculteurs perdent alors leur principale entrée d'argent, tandis que les cartels, qui ont sous-traité ce travail, peuvent facilement changer de produit sans s'encombrer des champs et des productions qui leur resteraient alors sur les bras. Le fait d'être autant dépendant de ces champs pour vivre fait que Santiago et sa famille sont extrêmement vigilants sur les allées et venues des personnes, quitte à dormir dans un abri situé au bout de leur plantation. Car de leur point de vue, il y a encore une dernière vulnérabilité qui leur fait très peur. L'armée du gouvernement mexicain. Envoyée occasionnellement pour détruire les récoltes, elle contribue à freiner les trafics en réduisant la quantité de matières premières. Mais du point de vue des agriculteurs, cela annoncerait une année de revenus de perdus, ce qui explique pourquoi les habitants de Juquila Yucucani se sont violemment interposés lorsque l'armée a débarqué pour la dernière fois, il y a 2 ans. Face à leur détermination extrême, l'armée a préféré rebrousser chemin et n'a pas remis les pieds depuis. Depuis, Santiago et sa famille vivent dans l'incertitude permanente. Non, claro, non. Bon, faudra vraiment pas qu'on oublie de se laver le pantalon en arrivant à Mexico, parce que du coup, en fait, en marchant dans le champ de pavots, on se rendait pas compte avec Charles, mais en fait, de temps en temps, il y avait les pantalons qui touchaient en fait les pistils, et il y avait parfois peut-être quelques petits dépôts de latex de pavot en fait sur le pantalon. Donc, si on veut pas avoir de problème avec les chiens à l'aéroport, va falloir oublier de laver le pantalon en arrivant. Le lendemain, alors que l'on faisait une pause pendant les interviews, on a aidé la famille à égrener le maïs. Et un petit détail sur le lien entre le narcotrafic et la religion m'a sauté aux yeux. Est-ce que vous le voyez ? Juste là. Bon, bien évidemment, je fais un petit clin d'œil à ma précédente vidéo qui vous permettra de comprendre ce que représente la Santa Muerte pour les personnes qui travaillent dans l'illégalité. Does she have pictures of her kids that she can show me? Que si en tu casa tiene fotos de sus hijos que le pueden enseñar. Bueno. Tengo donde estaba chiquito, pero de ahorita grande no. No tiene. No, no tengo. When there were kids there? When they were kids, yes. Et ce qui est super intéressant pour moi, c'est que je n'avais jamais travaillé avec des fixeurs, mais Charles, grâce à sa rédaction, il peut travailler en collaboration avec des fixeurs locaux. En l'occurrence, on est avec Gabriel, qui est sociologue, et avec un autre fixeur, mais qui lui ne souhaite pas apparaître à l'écran. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'eux en fait ont une énorme connaissance du terrain, mais parfois même juste dans certaines subtilités, et ils peuvent nous amener à des endroits où c'est impossible d'aller si on ne passe pas par eux. C'est-à-dire que eux, ils ont des années d'expérience sur le terrain, ils savent comment parler avec les gens, ils savent comment interagir avec eux. Et surtout, en fait, ils savent discerner donc, certaines autorités, on va dire, officielles, mais aussi les autorités qui ne sont pas officielles. En l'occurrence, c'est les polices communautaires. Ils savent comment agir avec eux, ils ont les codes pour faire des blagues, pour comprendre leur mode de vie. Et donc, du coup, ils sont vraiment des alliés de taille, puisque globalement, les journalistes ne pourraient pas faire ce travail-là sur le terrain sans ces fixeurs.
Et là où ils sont beaucoup plus méritants, c'est que c'est des locaux qui, eux, une fois que leur reportage est publié, ne retournent pas à l'étranger, ils restent chez eux. Donc ils prennent parfois des risques, et quand il y a des cas d'emprisonnement, voire même d'assassinat, c'est souvent des fixeurs sur place qui risquent leur vie. Donc voilà, moi c'est un bel apprentissage pour moi, et c'était la première fois, et donc je suis très content de pouvoir faire ce travail-là avec Gabriel. Un abrazo, güey. Hasta luego, gracias, que le vaya bien. On vient de dire au revoir à Santiago et à toute sa famille, c'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je tiens vraiment à remercier Charles pour cette immersion incroyable dans l'état de Guerrero. Je vous dis à la prochaine, ciao. Et abonnez-vous à sa chaîne.